Comment se porte le logiciel en Europe? Quelles sont les dynamiques de cet écosystème? On en parle avec Alexandre Meyers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et associé chez Avolta, banque d'affaires européenne spécialisée dans l'accompagnement des entreprises tech sur leurs opérations stratégiques. Ça peut être les LBO, les levées de fonds. Vous avez publié, ce qui nous intéresse ici, c'est que vous avez publié un rapport dit European Software. Alors, sur quels indicateurs vous appuyez-vous pour mesurer la dynamique de cet écosystème? Alors, ce qu'on regarde, c'est tous les investissements qui sont liés aux fonds de capital risque et aussi toutes les opérations de cession qui ont lieu sur l'écosystème logiciel en Europe. Alors, on regarde à la fois le nombre d'opérations, les montants investis, mais aussi les multiples de valorisation et leur évolution. On parle beaucoup des levées de fonds, donc on va peut-être commencer par cet indicateur. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, pour resituer, en 2021-2022, il y a quand même eu une euphorie importante au niveau de la tech, au niveau mondial, mais aussi en Europe. On avait à peu près un record de 3000 opérations sur ces années-là. Aujourd'hui, il y a quand même eu une chute de 30%. Post-Covid. Post-Covid, Voilà. il y avait la tech qui était vue comme une valeur refuge. Sécrétion, en fait, du numérique. Ouais. C'est ça. Et il y a eu un paradigme qui a quand même bien évolué. Aujourd'hui, on voit moins d'opérations, donc une chute de 35% par rapport à ce pic partout en Europe. C'est lié à plusieurs facteurs. Est-ce que ça veut dire qu'on est revenu à la normale ou qu'on est quand même au-dessus? On est revenu, on va dire, à la normale, Okay. en nombre d'opérations. Par contre, ce qu'on voit quand même, c'est que la taille moyenne des opérations augmente, ce qui montre qu'il y a une certaine maturité aujourd'hui de l'écosystème. On finance des sociétés qui sont plus importantes, mais il reste quand même cette chute au niveau des opérations, et ça peut être lié à différents facteurs. Moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau des fonds de capital risque, ils sont beaucoup plus sélectifs aujourd'hui. Ils ont levé aussi moins d'argent auprès de leurs LPs, donc moins d'argent disponible à investir. C'est pour ça qu'ils sont plus sélectifs. Et ils ont des portefeuilles qui sont quand même assez chargés, et donc ils se focalisent sur la rentabilité de leur société pour que ça devienne des bons candidats à l'exit. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit qui explique la baisse. De l'autre côté, les entrepreneurs aussi cherchent à moins lever des fonds par rapport à avant. Avant, on était dans ce paradigme de la croissance à tout prix, on brûlait du cash, etc. Aujourd'hui, on a demandé aux entrepreneurs qu'ils soient rentables. Et donc, du coup, maintenant qu'ils sont rentables, ils arrivent à se développer sans apport de fonds supplémentaires. Donc, il y a un peu ce double effet où des fonds qui sont plus sélectifs, des entrepreneurs qui ont moins besoin de VC, qui fait qu'aujourd'hui, on voit cette baisse des opérations. Est-ce qu'il y a un effet aussi de l'intelligence artificielle? Parce que s'ils sont plus sélectifs, est-ce qu'ils vont aller davantage ou peut-être uniquement même vers des projets IA? C'est vrai qu'on observe estampillé, en tout cas, IA. C'est vrai qu'on observe énormément ça. Pour moi, le point de bascule, c'était le lancement de ChatGPT en fin 2022. Avant ça, on avait peut-être 25%, 30% des opérations dans des sociétés d'IA. C'était un peu la norme. Aujourd'hui, c'est 50%. C'est-à-dire que les investisseurs cherchent vraiment à backer les futurs leaders. Donc, c'est à la fois sur des modèles fondationnels, typiquement les Mistral IA, ou aussi des Poolside, qui sont d'ailleurs des acteurs français qui ont levé plus de 500 millions, voire 1 milliard d'euros au total. Mais aussi sur des sociétés qui sont plus qui utilisent l'IA de toutes les manières pour proposer de la valeur à leurs clients. Et on le voit aussi dans les valorisations, c'est-à-dire que ces sociétés, elles ont un premium de 30% par rapport à une société de logiciels classique, ce qui montre qu'il y a quand même une vraie frénésie là-dessus. On parle beaucoup d'un problème d'exit en France. Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu les responsables de la French Tech et des associations dire voilà, on a un problème d'exit en France. Pour autant, là, je vois dans votre rapport qu'il y a un record d'opérations de cession. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, il y a plusieurs années, on disait qu'il y avait un problème de liquidité. Oui. Si on était une start-up, une des seules possibilités d'exit, c'était d'aller s'adresser à des corporates type CAC 40. Donc, il y avait forcément un peu un mismatch de culture. C'était pas toujours évident. Et aujourd'hui, il y a l'avènement d'un nouvel acteur, le private equity, en fait, qui maintenant arrive sur des sociétés technologiques. Et en fait, la stratégie, elle est simple. C'est-à-dire que ils vont faire l'acquisition de sociétés matures, rentables, ils deviennent actionnaires majoritaires. Et ensuite, leur levier de croissance, c'est d'aller faire de la croissance externe pour aller à rajouter des technologies dans leur offre produit, s'étendre sur des géographies, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui pour venir complémenter ces offres technologiques. Ce qui fait que des plus petites startups peuvent trouver pas mal d'issues avec ces fonds de private equity auprès des plateformes dans lesquelles elles sont investisseurs. Et nous, on le voit aussi sur les opérations qu'on fait aujourd'hui. Il y a énormément de possibilités par rapport à avant. Donc, on est effectivement à un niveau record d'opérations, plus de 1000 opérations cette année sur le software en Europe, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle.
Par contre, un bémol quand même, c'est que c'est une bonne nouvelle, il y a de la liquidité, certes, mais en fait, 60 à 80% de cette valeur, elle est générée par des acteurs américains. Enfin, c'est des acquéreurs américains ou des fonds américains qui viennent faire ces acquisitions Combien en Europe. Vous dites 60%? 60 à 80%. Cette année, c'était même 80%. Donc, OK, en Europe, on a un super vivier de talent, d'innovation, etc. Mais in fine, la valeur, elle se matérialise outre-Atlantique. Et bon, ça peut être vu comme un problème pour nous, mais bon, ça permet quand même d'avoir de la liquidité. Et sur les valorisations aujourd'hui des boîtes dans le logiciel, vous les jugez plutôt saines? Oui, c'est sûr qu'il y a eu un petit redressement par rapport au pic. Il y a eu, en fonction des secteurs, une chute de 30 à 50% sur les multiples de valorisation. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les fonds ou certains entrepreneurs, mais c'est probablement qu'on est revenu sur des fondamentaux plus sains. Là où à l'époque, la valorisation résidait surtout dans un potentiel de croissance, aujourd'hui, on attend d'avoir des modèles rentables, ce qui fait ça a permis une réduction des Mais Alexandre, ça tient pas quand on parle d'intelligence artificielle. Donc ça ne tient pas quand on parle... Exception IA. Il y a des primes dans l'intelligence artificielle, j'en ai parlé. Il y a aussi des primes typiquement dans la fintech, dans des sujets de décarbonation, parce qu'il y a une vraie, on va dire, une vraie tendance de long terme, des marchés à aller adresser qui sont très très profonds, et donc on a des primes là-dessus. Et même la prime au niveau de l'intelligence artificielle dans les cessions d'entreprise, elle est encore plus élevée, elle est de 70%. Parce que les corporates, ils ne sont pas nativement liés à de l'IA. Donc, ils ont besoin de rapidement avoir des propositions de valeur IA sur le marché. Et la seule solution, c'est d'aller faire l'acquisition de sociétés ou de petites startups qui développent des briques ou des fonctionnalités. Ça peut générer de la casse, ça, sur l'écosystème logiciel? Ça peut générer de la casse. C'est vrai il peut y avoir des tensions, des sociétés qui ont beaucoup levé à des très grosses valos en 2021-2022, qui aujourd'hui cherchent à trouver un acquéreur. Et ben en fait, ils vont pas réussir forcément à avoir la même valo qu'ils ont eu il y a quelques années. Et donc, il y a un peu cette décorrélation entre les valorisations théoriques qui sont données par les VC lors des levées de fonds et la valorisation réelle au moment de l'exit. Et là, aujourd'hui, un multiple médian en levée de fonds, ça va être 6 fois le chiffre d'affaires à peu près. L'exit, ça va être 2-3 fois. Ah oui. Ce qui fait qu'il y a quand même un sacré gap. Et c'est ça aussi qui pousse certains entrepreneurs à ne plus lever de fonds, parce que c'est une pression énorme à aller faire de la croissance et à essayer d'avoir au moins la même valorisation à la sortie. Et donc l'autre option, c'est par exemple d'entrer en bourse? L'IPO en Europe, ça reste un marché qui est quasiment inexistant. Il y a eu quelques IPO. Je pense à Lighton. Hein. Ouais, mais c'est des cas un petit peu... c'est des cas erratiques. La réalité, c'est que c'est encore aujourd'hui pas une solution de liquidité. Et les très belles scale-up européennes, généralement, vont même essayer d'aller aux États-Unis parce que là-bas, ils vont trouver probablement de meilleures valorisations, plus de liquidité. Merci Alexandre Meyers de nous avoir fait un peu dresser ce panorama de l'écosystème et de sa dynamique autour du logiciel en Europe. Je rappelle que vous êtes directeur et associé chez Avolta, qui a donc publié son rapport très récemment. C'est l'heure maintenant pour nous de parler de game business, cette industrie du jeu vidéo qui n'a plus de secret pour Guillaume Monteux.